Bonjour Jessica, Bonjour Nora, bonjour tout le monde. bonjour à tous, comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, oui ça va très bien. Alors donc aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième protocole d'investigation. Donc comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet à l'avance. Non. Toujours pareil, donc c'est constitué donc d'une partie fixe et d'une partie libre. Donc, la partie libre va dépendre évidemment des réponses aux questions que tu vas me fournir dans la partie fixe et peut-être d'autres si j'ai un peu préparé mon sujet. Donc, cette investigation, comme d'habitude, est faite du coup par des binômes de la team partout dans le monde. Voilà, pour pouvoir compiler toutes les informations. On y va? Prête? Oui. Bien. T'es bien installée? Oui. C'est tout bon. Parfait. Tac. Alors, je te laisse prendre une grande inspiration. Encore une autre. Tu veux que je compte de 5 à 1 De 3. ou de 2 à 3? Très bien. 3. Et 1. À mon 3, tu seras complètement dans l'ambiance éthérique, dans ton espace. À 3. 1, 2. Oui, j'y suis. Comment tu te sens? Très bien. Bien. Quelque chose attire ton attention? Non. Bien. Est-ce que tu te sens le besoin de moduler tes fréquences? À combien sont tes fréquences? 462. Très bien. Ressens-tu le besoin de les moduler avant que nous commencions cette investigation? Non. Si ça doit osciller jusqu'à 482, ça oscillera tout seul. Très bien. Alors on est parti pour la première question. Je compte de 1 à 3. À mon 3, tu te connectes au terme ayahuasca et tu me dis quelles sont les premières images que tu vois. 1, 2. L'Amazonie. Mhm. L'Amazonie, un bol. Un bol en bois avec un pilon qui fait comme un mortier pour ça donne une substance un peu de couleur boueuse à étaler sur la langue. Je vois population indigène, mais un savoir, je vois un savoir transmis par des reptiliens. Je vois une population indigène et des reptiliens qui évoluent au milieu d'eux. D'accord. Est-ce que tu vois autre Donc chose? oui, que c'est une plante qui se retrouve ailleurs dans l'univers. D'accord.
te sens le besoin de préciser? Il y a beaucoup d'informations qui viennent, donc je préfère attendre la prochaine question. Très bien. Eh ben, on y va tout de suite. Observe maintenant les effets que l'ayahuasca génère et ce qu'elle peut générer dans le corps mental. À 3, 1, 2. Corps mental. Donc le corps, sur le corps mental, je vois vraiment que l'ayahuasca peut arriver à briser l'illusion mentale de notre monde, de notre dimension, mais qu'elle peut aussi apporter une folie. Une folie, c'est consommation non maîtrisée peut apporter vraiment de la schizophrénie. Schizophrénie, paranoïa, bipolarité, mais quelque très extrême. D'accord. Après, c'est développer des sens. Ça dépend encore une fois, ça dépend les doses. Ça dépend la façon dont l'ayahuasca est utilisé, ingéré. S'il est ingéré en pâte, en grosse quantité ou en infusion, tout dépend. Ça peut aider simplement en infusion légère mais quotidienne. Il y a euh, euh, je vois vraiment les fréquences autour du cerveau et du corps mental, autour du corps physique, les fréquences qui vibrent et qui évoluent comme ceci. Ça permet de développer les sens et d'être plus en contact avec tout ce qui entoure, avec toute forme, avec toute fréquence en fait, tout ce qui émet des fréquences. Ça permet de capter les fréquences. Mais encore une fois, ça peut être très dangereux parce que j'ai des informations d'indigènes qui se sont perdus euh, à tout ressentir, qui se sont perdus eux-mêmes. Bien. Je vais te demander de prendre de la hauteur sur ce que tu observes. Oui. Je sens une confusion en toi. Détache-toi de tout ça. Ne fais qu'observer. D'accord? Oui. Bien. Question suivante. Quels effets cela génère ou peut-il générer dans le corps émotionnel? Un apaisement. Il y a vraiment un apaisement, une acceptation d'émotions fortes, mais aussi totalement l'inverse. C'est vraiment totalement l'inverse que ça peut extrapoler une émotion forte et la transformer en trauma. Je vois vraiment que l'ayahuasca peut servir à ouvrir des portails à travers le corps émotionnel. D'accord. Donc, portail qui peut être soit rarement géré par soi-même et du coup euh, donné sur une partie, enfin sur son espace éthérique, mais qui est plus souvent utilisé comme canal à l'interférence. D'accord. Très Il y bien. a vraiment la notion que l'ayahuasca agit sur toutes les parties de l'être physique, sur tous ses corps, pour atteindre le corps éthérique, la partie subliminale. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose?
par rapport à cette question, non, ça va, c'est à peu près tout. Très bien. Alors, question suivante. Observe maintenant les effets que l'ayahuasca génère ou peut générer dans le corps sexuel. C'est assez similaire. Ça peut permettre d'entrer vraiment, d'entrer en contact, le terme est mauvais, mais de vraiment s'accaparer soi-même d'être en osmose avec donc la création, le pouvoir créateur, comme on dit, et de créer sa propre réalité. Mais ça peut aussi avoir l'effet inverse. Ça peut servir de canal à l'interférence pour utiliser notre pouvoir créateur contre nous. D'accord. C'est c'est vraiment une plante qui est comme une pièce qui a vraiment deux faces. C'est c'est une utilisation réservée vraiment aux aguerris, mais le problème c'est que les populations qui l'utilisent euh, sont complètement sous contrôle et dans des systèmes de croyances qui font que leur utilisation de l'ayahuasca les euh, permet de les ancrer toujours plus dans l'interférence, dans le contrôle. C'est vraiment pas à utiliser. Il y a vraiment c'est vraiment pas à faire pas à prendre à la légère. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Il y a un certain repos du corps, régénération du corps. L'ayahuasca met dans un état qui permet au corps de se régénérer. Au corps physique? Oui, D'accord. c'est Très bien. un vrai stimulant du corps sexuel. C'est que sous ayahuasca, on peut vraiment créer et avec des résultats dans la matière très très rapides. Le corps sexuel est vraiment extrapolé. D'accord. Très bien. Autre chose? Par rapport à ça, non. D'accord. Alors, je passe à la question suivante. Oui. Observe le rituel de préparation de l'ayahuasca d'un point de vue ésotérique et dis-moi ce que tu perçois ou visualises par rapport au plan métaphysique. D'un point de vue, d'un point de vue éthérique, euh, lors du broyage, euh, je vois des poussières d'éther du coup, des poussières d'éther qui sont relâchées quand la feuille est broyée, quand la plante est broyée. D'accord. Et c'est pour ça que ça permet à tous les corps. C'est vraiment une plante faite pour arriver à se connecter avec l'éther, à connecter tous nos corps à notre partie subliminale, à se connecter à l'éther. Très bien. Tu vois autre chose pendant la préparation de cette plante? Rien que la préparation dans notre réalité, rien que la préparation peut déjà mettre en, comment, peut déjà plonger dans un certain état de transe ou d'hypnose. C'est vraiment c'est vraiment une plante euh, intrinsèquement liée à l'éther. Ses racines sont éthériques. D'accord. Autre chose?
je regarde. Mhm. Et il y a bien sûr dans ces tribus, il y a bien sûr d'un point de vue éthérique des interférences qui traînent autour de la préparation. Parce que c'est un vrai canal. Comme c'est un lien direct avec les terres, ils attendent l'ouverture pour se faufiler dedans. D'accord. Très bien. Question suivante. Oui. Y a-t-il des conditions qui, selon toi, se répètent dans chaque rituel préparatoire à l'ayahuasca? Des conditions. Des conditions physiques, mentales, psychologiques, oui. Avec de génération en génération, il y a cette connaissance qui s'est transmise, d'essayer d'entrer, c'est le mot, d'entrer dans les terres grâce à l'ayahuasca, dans un état le plus neutre possible. Parce qu'il y a eu de très très mauvaises expériences, des expériences très violentes de possession, et d'entrer voilà, le plus neutre possible pour, selon eux, ne pas attirer le bas astral. En tout cas, plus bas que ce à quoi ils se connectent, mais ils ne savent pas que c'est déjà bas ce à quoi ils se connectent. Donc vraiment, de ces conditions-là, oui, d'entrer le plus neutre possible, c'est-à-dire que même la curiosité pour eux ne doit être un minimum euh, contrôlée. D'accord. Et j'ai une information de conditions météorologiques que je sais pas, une information liée à la pluie et à la sécheresse, que il ne faut pas y aller, il faut pas entrer quand il fait trop chaud, parce que comme le corps est presque mort en fait, et c'est dangereux pour le corps qui reste. Mais que la pluie, mais qu'ils aiment, que la pluie apparemment favoriserait cet état. La pluie apporterait une autre expérience de l'ayahuasca. Elle permettrait de dilater un peu plus, un peu plus les feuilles lors du broyage. Il y a vraiment cette notion d'eau, d'eau pour aider, encore une fois, euh, d'eau qui rentre en contact avec les particules, avec la poussière des terres. L'eau favorise. D'accord. Très bien. Elle aide vraiment tous les corps à se dilater. D'accord. Très bien. Écoute, on ira voir ça peut-être tout à l'heure. Alors, je continue. Tu as répondu à la question quelles sont les conditions, donc je passe directement à la suivante. L'utilisation rituelle de l'ayahuasca, considérée comme une boisson sacrée, combine les rituels chamaniques et les influences chrétiennes inhérentes à l'église Santo Daime. Que perçois-tu au sujet de ces informations? Du reptile. Vraiment du contrôle, de l'illusion. Vraiment, c'est une illusion qui s'effrite quand on dit ça. que
que dans tous ces rituels, justement, que personne ne sait vraiment, ne sait vraiment, en fait, la vérité cachée derrière ces pratiques. Qu'elles sont là pour garder ces tribus dans leur état et de les garder sous contrôle. D'accord. Il y a C'est vraiment des tests aussi, ça sert vraiment. Il y a vraiment des tests d'études de psychologie, de comment on peut dériver dans la folie grâce à des plantes, mais en ce qui concerne le rituel et l'Église, il y a un contrôle vraiment éthérique, mais aussi physique de la part des dirigeants de cette Église. D'accord. Garder vraiment on garde les consciences et les corps physiques en esclavage. Et on en rapporte aussi une certaine dépendance. Dépendance à l'éther, dépendance à cet état, en fait. Puisque quand on revient, quand on revient de l'ayahuasca, et le monde est différent selon un laps de temps propre à chacun. D'accord. Et il y en a certains qui arrivent à voir qui voient autre chose, qui voient les fréquences de la nature, les fréquences émises par chaque organisme vivant. C'est très beau, mais ça ne dure pas. Et c'est un état aussi physique. Le corps s'est vraiment détendu. Le corps s'est vraiment régénéré. Donc c'est un état qui peut vraiment devenir une dépendance. Et les visions qu'on peut avoir, les visions qui sont des illusions, mais pas forcément. J'ai vraiment cette information qu'il y a eu des choses, des contacts avec d'autres dimensions. Encore une fois, la notion d'elfe passe, mais il y a beaucoup d'illusions. Il y a beaucoup de visions, d'illusions et de christianisme, de Christ, de faux Christ qui apparaît. Le Christ, Marie, Il y toute a un une, lien, selon toi? oui, toute une pléthore d'anges qui en profitent pour se présenter tels quels et créer une croyance hybride. Comme ça, on croit un peu à plein de choses, mais on croit. Ouais. Le but, c'est la croyance. Oui. Très bien. Question suivante. Que signifie l'utilisation de l'ayahuasca au sein d'un culte sacré à caractère spirituel, magique et ésotérique par rapport à une consommation hors de ce contexte? Ben, dans une consommation hors de ce contexte, c'est des personnes qui se cherchent, qui, qui sont en éveil, mais disons, de preuves, de voir et qui en viennent forcément à une consommation spirituelle. Il y a il y a une information qui est passée en Angleterre, une loge vraiment des messes assez sombres, des loges qui passent, eux, ça reste spirituel, mais c'est vraiment l'ayahuasca pour le contrôle, pour le pouvoir, pour se connecter plus rapidement à l'éther et recevoir les ordres de leur maître. Euh, mais l'information que j'ai, c'est que la différence entre les deux pratiques s'efface très vite, très rapidement.
puisque aucune expérience, l'ayahuasca permet forcément de se connecter à l'éther automatiquement, même si enfin, partout en fait, c'est l'éther, c'est une plongée dans l'éther et qui devient du coup, selon nos propres termes terriens, automatiquement spirituel. On ne ressort pas inchangé. On ne peut pas Oui. entrer, L'un mène à l'autre. voilà, on peut pas entrer purement athée dans l'éther et en ressortir purement athée. Ça ébranle. Ça ébranle. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Que certains utilisaient pour le contact avec des désincarnés. Et qu'il y a eu que ça peut vraiment mal se tourner, mal se passer. Tu veux m'en dire plus? Des désincarnés du coup qui se sont collés en fait, qui se sont collés à ces personnes qui faisaient cette expérience. D'accord. Mais qui sont reliés du coup à d'autres entités contrôlantes. Oui. Et étant donné que les exemples que j'ai, l'expérienceur qui est venu était déjà sous contrôle. Ça crée des énormes conflits entre les deux entités contrôlantes, celle qui gère le désincarné et celle qui gère l'expérienceur. Ça crée des problèmes. Donc l'expérienceur va avoir des moments de pur bonheur dans sa vie parce que les entités sont occupées entre elles, et des moments de dépression qui l'amènent au bord du suicide. Une désintégration de la vie matérielle. D'accord. Très bien. Autre chose? Par rapport à ces deux différences, non. D'accord. Alors, je passe à la question suivante. Cherche maintenant les conditions ésotériques que tu vois inhérentes à la notoriété toujours croissante et à l'expansion conséquente dans le monde de l'ayahuasca, au point que l'UNESCO s'y intéresse aussi. Qu'est-ce que tu perçois? Les conditions ésotériques qui aident l'ayahuasca à se répandre dans le Voilà, que monde. tu vois liées, inhérentes à la notoriété toujours croissante. Oui, de c'est l'ayahuasca. un vrai réseau. C'est un vrai réseau. L'information se répand du côté éthérique, en fait, parce que au niveau, c'est comme un réseau, comme un coup de vent qui passerait dans un réseau, comme une toile qui traverse toutes les consciences, même les consciences sous contrôle, que l'ayahuasca pourrait permettre à leur partie physique d'entrer en contact avec elle, en fait, et de comprendre. Et il y a aussi, ça c'est pour les consciences, et au-dessus, il y a une autre couche, les, les interférences alimentent ce réseau parce que ça les fait, dans un langage humain, ça les fait rire. Ils se moquent de nous en disant c'est bien, ils veulent essayer les consciences essayent d'entrer en contact avec les parties physiques, mais quand la partie physique va prendre l'ayahuasca, c'est nous qui serons là. Et du coup, ça les arrange. Ça les arrange. Mais comme il y a de véritables preuves dans la matière que l'ayahuasca apporte des changements, comme, euh, comme le vaudou, il y a vraiment des preuves des deux côtés. Du coup, c'est aussi pour ça que les gens s'y intéressent.
Parce que ça marche. Parce que, oui, parce que ça a des effets. Mais il y a vraiment cette notion de... C'est vraiment, il y a deux écoles de pensée. Vraiment, je vois vraiment cette entraide entre les consciences. Des consciences à différents stades qui sont peut-être moins éveillées, d'autres qui sont bien plus éveillées et peut-être mais libres, qui envoient cette information, mais pas libres, non, qui envoient cette information entre elles, dire on peut peut-être essayer de faire quelque chose avec ça. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Je sais pas, c'est très particulier comme sujet. Dis-moi. C'est vraiment un sujet qui est ancré dans nos deux mondes. Et du coup, c'est très, très particulier. Les informations arrivent de façon différente. C'est particulier. Bien. C'est très intéressant, mais Je comprends. c'est bien, c'est connu. C'est connu. C'est connu. Euh, c'est connu. C'est d'un point de vue éthérique. C'est une plante qu'on peut pas, disons qu'on ne peut pas implanter dans tout écosystème physique, mais qui aura forcément des racines éthériques et qui est cultivée sur d'autres planètes aussi. Mais d'autres espèces n'ont pas forcément l'utilité. Ils trouvent ça presque vulgaire comme façon d'entrer en connexion avec l'éther. D'accord. Pour eux, Bien. c'est voilà, c'est quand on tâtonne, voilà. D'accord. Bien. Alors, j'ai fini avec le protocole fixe. On va commencer la partie libre. Je vais te demander si tu te sens de vouloir moduler tes fréquences, vu ce que tu viens de me dire. C'est fait. C'est C'est à fait. combien? 482, c'est fait. Bien, observe-toi. Oui, je vais très bien. Bon, parfait. On peut commencer la partie libre? Oui. Alors, on y va. Alors, tu m'as dit que l'ayahuasca, donc au départ, quand tu t'es connecté, tu voyais vraiment le lien avec les reptiles, avec les Oui. reptiloïdes, que c'est Oui. un savoir reptilien. Euh, Moi, j'aimerais savoir... Pas Oui, uniquement reptilien, mais disons que pour l'emprise de l'humanité, il domine. d'accord. Alors, du coup, est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'on peut remonter à l'origine de ce savoir concernant cette plante? À 3? 1, 2. C'est une, c'est, disons, une connaissance acquise, une connaissance libre, disons, dans la bibliothèque éthérique de, de, de tous les univers. C'est, 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 c'est simplement une connexion avec cette plante dans les terres qui permet de connaître toutes ses propriétés. Euh, mais les reptiliens ont les mantides aussi. J'ai vu que je vois que des mantides ont aussi fait quelques tests, mais c'est pas ce qu'ils préfèrent. Oui, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Ils préfèrent passer par quelque chose de plus direct, alors que les reptiliens ont vraiment poussé les expériences pour développer leur dictionnaire de connaissances et sur vraiment l'humain, l'humain, le- l'humain et le terrien, mais vraiment sur la condition humaine. D'accord. Euh, Pardon, il y a vraiment oui, un embargo. Ils ont vraiment fait un embargo sur cette plante qui n'est pas si utilisée que ça en fait. Je la vois, si elle est utilisée, c'est plus pour des mots physiques. Vraiment, mm,
qui n'est pas si utilisé que ça dans le reste de l'univers. Ils ont fait du coup un embargo pour la Terre. Et comme comme la forêt amazonienne présente un climat, un environnement propice au développement de cette plante, et qu'elle s'y est tout de suite très bien intégrée. Et elle a aidé à développer tout ce qu'il y a autour. Elle nourrit, sa seule présence nourrit tout ce qu'il y a autour. D'accord. Euh, Cette plante a-t-elle une origine autre? Autre. C'est-à-dire, est-ce qu'elle... Elle ne vient pas de sa la Terre. présence sur la Terre, non, sa présence sur la Terre, Oui. est-elle due à juste la nature et voilà? Non. Ou est-ce un savoir Oui, importé? elle a été implantée. Oui, c'est ce que je viens. Ouais. Voilà, ça a été Elle n'est pas implanté. naturellement présente sur la Terre. Non. Il y a Voilà. non. Des plantes similaires, disons qu'il y a des choses qui s'en rapprochaient. Je vois vraiment que ça a été, que ça a été implanté et mais aussi que les plantes similaires ont été développées pour en devenir aussi. Tu as des exemples? Non, parce que ça remonte à tellement longtemps. Ça remonte vraiment à très, 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 très longtemps. Euh, Ça se compte en millions d'années, en fait. D'accord. L'ayahuasca est présent à un état latent depuis avant l'humanité, depuis l'aube de l'humanité. D'accord. Mais elle n'est pas d'origine terrienne. Non. D'accord. Non, Euh, mais par contre, il y a vraiment cette notion qu'elle euh, qu'elle n'est pas nécrophage pour son environnement. d'accord. Elle est très Elle, bien adaptée. Elle s'est oui, adaptée. Voilà. oui. Et Ce n'est pas une plante invasive. non, le reste de la nature s'est extrêmement bien adapté à elle. Et que si aujourd'hui elle devait totalement disparaître, une partie de la forêt amazonienne s'effondrerait. D'accord. Elle est devenue nécessaire. Oui, oui, parce Dans quelle mesure? nécessaire parce elle permet de compenser, elle permet de compenser la densité et la matérialité de notre réalité et de notre humanité. Elle permet vraiment d'avoir un point éthérique ancré sur Terre. Les plantes là-bas se nourrissent de cet éther qu'elles relâchent. Elles relâchent des spores, des poussières d'éther. Est-ce que tu vois ce phénomène dans la Oui, matière réelle? oui, bien sûr, c'est ça. C'est dans la matière qu'elles relâchent des spores d'éther. Là, D'accord. je le vois. Je le vois. Euh, Détache-toi. oui. Observe simplement. Ça, c'est invisible à l'œil nu, mais ma perception, du coup, c'est vraiment microscopique. C'est des particules plus fines que la poussière. Du coup, ce phénomène, est-ce qu'il a des effets en dehors du rituel? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, parce que ça se répand et que même les animaux en profitent, que les humains qui vivent là-bas en profitent aussi. Il y a moins de maladies. Ils n'ont pas, hormis les maladies qui sont liées à notre mode de vie Hmm. ou qui sont créées, euh, ils n'ont ils n'ont pas de maladie, beaucoup moins que nous. Ils ont moins de dégénérescence du cerveau, par exemple. D'accord. Ils n'ont pas de problème de circulation sanguine. D'accord. Ça a un impact Oui, sur notre corps physique, même à l'état simple, en fait, sans oui, rituel. oui. D'accord. La Euh, présence de cette plante, oui.
D'accord. Tu me parlais des maladies sanguines, on va dire, cardiovasculaires, etc. Y a-t-il un lien, du coup, étant donné que le sang, on peut penser que c'est aussi, le sang, ce n'est pas une matière anodine qui Oui. transfère aussi les informations. Du coup, il y a quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne entre les deux? Euh, difficilement. Je vois des... Difficilement. Ça a du mal à se... euh, quand il est ingéré, oui. Quand Mhm. il est ingéré, quand il est bu, oui. Mais lorsque ce sont des spores euh, à l'état pur qui sont relâchés, il faut que l'ayahuasca soit modifié pour qu'il soit ingéré, pour que l'information circule librement à travers le sang. D'accord. Sa présence simple ne suffit pas à... Oui, Voilà. oui, D'accord. Très bien. parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment un besoin de. Il faudrait que le sang soit pur et qu'il ne soit pas utilisé à des fins néfastes. D'accord. Euh, Tu m'as dit que c'était une plante, du coup, qui avait été, entre guillemets, importée sur la Terre bien avant l'apparition de l'humanité telle qu'on la connaît. Du coup, quel était l'intérêt d'importer cette plante avant même qu'il y ait l'humain? Eh bien, il y a vraiment ils sont les lignes temporelles. Mhm. Comment ils ont vu, ils savaient sur que ils sont comment cette implantation a été faite sur une ligne temporelle. C'était volontaire pour que la plante ait le temps pour voir en fait est-ce que la plante peut vraiment bien s'adapter à cet environnement et que les humains en viennent à penser si c'est là, c'est qu'on peut l'utiliser. C'est pour penser que c'était un don des dieux, en fait, que les dieux avaient créé ça pour eux. Donc, ces êtres savaient déjà. Oui, oui, ça avait vu sur d'autres lignes temporelles. D'accord, très bien. Euh, Tu m'as dit donc qu'il y avait des effets sur tous les corps de Oui, tous les corps, donc mental, émotionnel et sexuel. Il y a des effets négatifs, mais il y a aussi des effets positifs. oui, Euh, les entités qui, du coup, se nourrissent de tout ça n'ont pas peur que nous l'utilisions à des fins positives. Cela changerait tout l'intérêt pour eux. oui, oui, mais c'est quand même, étant donné que les gens qui font l'expérience de l'ayahuasca sont, j'ai un chiffre qui à 99,99, mais un 9 à l'infini. On peut pas Mhm. atteindre le Oui, 100%, mais bien sûr. on peut dire que c'est presque 100% des gens qui prennent de l'ayahuasca le font avec un système de croyance. Et du coup, les reptiliens n'ont rien à craindre. D'accord. Puisque quand ils arrivent, quand on entre dans l'ayahuasca, on s'attend aussi à faire une expérience et Oui, du coup, la création d'illusions oui. est très simple. Par exemple, il y a euh, des fausses déesses, des faux dieux, des utilisations d'animaux dieux aussi qui apparaissent et qui parlent, qui délivrent des messages, D'accord. des images de reptiles en tout genre. D'accord. Très bien. Euh, Y a-t-il un espace de création lié à la prise d'ayahuasca? Dans les terres? Oui, y a-t-il un espace de création Oui, propre? oui. Par exemple, tous ceux qui prennent de l'ayahuasca vont-ils au même
dans le même Euh, espace éthérique? alors, oui et non. Oui Alors, et non. je t'écoute. Ils peuvent aller tous. Effectivement, il y a comme un parc. Il y a vraiment cette notion de, on les parque dans un endroit, mais il y a des consciences qui arrivent à ils dérivent avant, en fait. Ils dérivent avant ou ils s'en extirpent pour visiter d'autres espaces ou visiter leur propre espace. Euh, il y a un exemple, il y a certains, certaines personnes qui ont vu les entités, qui ont vu le système en prenant de l'ayahuasca et pour Mhm. que leur réalité s'est effondrée, qu'ils l'ont très 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 mal vécu. Mais oui, il y a effectivement, pas tout le monde n'y va, mais effectivement oui, il y a un parc relié à l'ayahuasca et c'était l'une des raisons aussi, l'une des volontés d'implantation de pouvoir rediriger comme comme une centrale électrique qui enverrait de l'électricité, mais qui en recevrait aussi. Tout doit passer par cet endroit. D'accord, très bien. Merci pour ta réponse. Euh, Autre question. On a parlé de l'UNESCO et du fait que de plus en plus de personnes s'intéressent à l'ayahuasca. Est-ce que tu peux me faire... Dis-moi. Oui, non, il y a la notion de contrôle qui est passée quand tu as dit ça. L'UNESCO? Oui, encore une fois, s'il s'y intéresse, c'est aussi pour arriver à, à faire des médicaments, euh, à faire des médicaments ou à implanter ça euh, d'une façon qui soit inconnue du public pour le contrôler d'une autre façon, de faire ingérer des quantités minimes d'ayahuasca à une population plus large et dans dans un but de contrôle. D'accord. Ma question, alors c'est un peu dans le même esprit. Je voulais savoir si tu voyais se faire comme une futurisation Oui. par rapport à ça, savoir si tu voyais une utilisation justement de l'ayahuasca d'une autre manière pour un public plus large dans l'avenir. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de caché ou, Euh, ou j'ai les... ouvertement, tu vois? Alors, j'ai vraiment Dis-moi. euh, une potentialité dans le futur je vois des des publicités holographiques. Euh, L'ayahuasca, le moyen de communiquer avec vos défunts. C'est vraiment de s'en servir, c'est dans un futur où le, les forces en place sur Terre auront fait en sorte que la spiritualité soit acceptée de tous, qu'il n'y ait plus d'agnostiques, plus d'athées, mais pour mieux la diriger en fait, pour mieux contrôler le contact avec les terres, pour que tout ça soit fait sous leur contrôle et vendre cette croyance que tout le monde qu'on peut se passer de médium, entre guillemets, hein, de médium ou d'hypnose ou de quoi que ce soit, et qu'on peut tous, euh, avec la pilule ayahuasca, la cigarette ayahuasca, la tisane ayahuasca, l'épice ayahuasca, que tout le monde peut entrer en contact avec un être cher. L'émotionnel est très, très stimulé, très demandé. Et ces prises sont faites, quand il y a ces prises, et ben, derrière, c'est forcément des entités. Un usage récréatif comme le CBD, quoi. Oui, récréatif, mais vraiment, vraiment vendu comme, Oui, pas comme arme, mais comme oui. stimulant spirituel, l'éther à portée de tous. C'est vraiment, C'est intéressant. ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans une possible future, dans un possible
ligne sur une ligne temporelle. temporelle d'un quelconque univers, enfin, Oui, multivers. j'ai compris. Merci. Très bien. Et excuse-moi, il y Oui, en a non, j'en prie. un autre aussi, que cette fois-ci, une autre possibilité que ça n'est pas officiel, que c'est des doses minimes mises dans l'eau publique, dans l'eau du robinet, pour vraiment que les gens sentent en eux quelque chose de nouveau, euh, ouvrir, commencer à préparer le terrain vers, vers une nouvelle religion mondiale, commune, à ouvrir vraiment euh, la glande pinéale, stimuler Oui, la glande pinéale, sous contrôle. sans le dire aux gens, mais c'est-à-dire que on veut, l'éveil de l'humanité se fera quand nous l'aurons décidé. D'accord, c'est une possibilité. Oui, c'est une possibilité. Encore une fois, ça vient, il y a beaucoup de choses qui découlent de l'Angleterre. D'accord, toujours, on en revient toujours à ça. Oui, oui. D'accord. Est-ce que tu vois, parce que du coup, la présence de l'ayahuasca est très ciblée sur la Terre, c'est pas une plante qu'on trouve, Oui, elle est endémique. oui, Est-ce que, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres, est-ce qu'il y a des équivalents déjà oui. ailleurs, connus? Déjà parce il faut un climat particulier. Il faut vraiment un climat particulier. C'est quelque chose qui aurait pu s'implanter en Asie, vraiment en Chine, au Vietnam, en Thaïlande, Cambodge. C'est une plante qui aurait très 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 bien pu s'implanter là-bas. Euh, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres choses Connus, connues des populations, qui ont un effet aussi puissant? mais pas aussi puissants, non, pas aussi puissants. D'accord. Il y a vraiment il y a une volonté de faire tout ça là-bas parce que les montagnes, les montagnes jouent un rôle. Le fait qu'il y ait la forêt amazonienne et qu'il y ait sur le côté la- les Andes, tout, il y a une énergie qui descend de la montagne. Le L'endroit est frapper, important. oui, les énergies de l'océan d'un côté, les énergies de la montagne de l'autre. Je ne comprends pas pourquoi, mais il y a cette information qui est ressortie. Est-ce que tu te sens l'envie de moduler tes fréquences, de voir une perception plus haute pour essayer de comprendre cette information, cette interaction qu'il y a entre Oui, l'énergie de l'eau et... oui, À 3, oui. 1, 2. Qu'est-ce que tu vois? Un équilibre. Un équilibre et une simulation, pour essayer de recréer au maximum les conditions, euh, les conditions de la ayahuasca dans sa planète d'origine. C'est une planète euh, comment, qui est vraiment très très montagneuse et traversée de rivières. C'est une planète de vallées, de rivières, de forêts, mais qui, contrairement à nous, les montagnes peuvent contenir un climat vraiment tropical. Donc il y avait vraiment ce besoin, et en sachant aussi que sous la cordillère des Andes, je vois vraiment des bases euh, physiques et Oui, éthériques, des bases physiques et éthériques reptiliennes, du coup qui permettent aussi de contrôler, d'injecter depuis sous la montagne. d'accord. Voilà. Et du coup, pour le reste de la Terre, euh, il y a aussi la notion que, il y avait d'autres, entre guillemets, d'autres influences, d'autres contrôles, interférences à ces endroits-là, et qui n'ont pas toléré
qu'on vienne marcher, empiéter sur leur territoire. Chacun protège son bout de... Oui, oui. Civilisation, la Lémurie essayait d'implanter l'ayahuasca chez elle. C'est un continent disparu. Oui. D'accord. Bien. Est-ce que tu vois d'autres informations à nous communiquer? Pas spécialement, mais que c'est vraiment une... disons que c'est pas le meilleur moyen de vivre son éveil. Ça reste violent. Ça reste très violent. Il y a vraiment des expériences qui, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue de l'expérienceur, sont très belles, mais moi, je vois que les illusions, donc c'est une façon violente, c'est de détourner le libre arbitre, comment, de créer, en fait, de créer une nouvelle croyance. C'est d'un point de vue physiologique et psychologique, émotionnel, c'est fait avec une telle douceur que ça en vient, que ça en devient violent. Je sais pas comment, je sais pas comment retranscrire l'information que j'ai. C'est que l'expérienceur voit, ressent, il entend, il goûte, tout est stimulé et il ne comprend pas vraiment dans quel état il se trouve, mais il sait qu'il a vu quelque chose. Et étant donné qu'il a vu, eh bien, pour lui, ce qu'il a vu, c'est la vérité. Et c'est en ça que c'est violent. D'accord. C'est Je qu'on on enrobe, on fait briller, on vend quelque chose de magnifique, mais derrière, ce qu'il y a, c'est laid. Très bien. C'est comme, tu sais, les sirènes. On nous montre des fois des sirènes qui chantent, qui sont belles et d'un coup, qui se transforment en êtres Oui, laids et féroces. Eh bien, c'est un peu comme ça, mais en bien, bien pire. très bien. Je voulais te faire te connecter à un moment de prise d'ayahuasca pour observer, mais je Oui, pense que voilà, je ne sais pas si ça pourrait être intéressant de voir vraiment éthériquement ce qui se passe à chaque étape, eh mais je ne sais bien, pas si on aura le temps au je, niveau du temps. je vois, je vois un corps, euh, du coup, un homme qui prend, un homme, un homme blanc, un homme, un scientifique, qui est venu, un Allemand qui est venu il y a un peu plus de 50 ans, qui est allé en Amazonie, qui a pris. Et je le vois vraiment, son corps devenir vraiment mou. Euh, Lui, il a vraiment besoin, son corps s'effondre. Il y a une dame qui lui tient la tête, qui lui pose la tête sur une paillasse. Et il y a comme un début de sortie de corps qui s'amorce. Il a... Stop, Oui, détache-toi. Fige la scène. Qu'est-ce oui, que tu vois éthériquement parlant quand il y a cette sortie de oui. corps? Il y Qu'est-ce que tu vois? a, il y a des désincarnés, il y a des reptiliens, euh, il y a des arachnoïdes aussi qui attendent. Il y a plein de choses, plein de choses qui attendent pour se faufiler. Euh, je vois aussi qui essayent des fois des humanoïdes, parce que étant donné qu'ils peuvent arriver à, comment, à refléter, certains humanoïdes peuvent arriver à refléter la lumière suivant l'état d'éveil de la personne qui expérience.
un humanoïde peut se présenter pour refléter la propre lumière en éveil. Mais là, pour ce monsieur, il y a des reptiliens qui attendent. D'accord, c'est un petit peu à l'abordage, en fait. Oui, c'est comment? Ça ouvre tous ces canaux, tous ces chakras sont ouverts. Tu les vois? Oui, ça D'accord. rayonne. Ce sont des points. Je vois pas ce sont pas des fleurs, des couleurs, rien. C'est juste une lumière, un point d'ancrage, un portail pour aller dans les terres. Et là, les reptiliens qui attendaient ce scientifique sont en train de se connecter à chacun de ces portails. D'accord. J'ai une question. Il y a des désincarnés, tu m'as dit. Oui, Est-ce que tu en vois qui en profitent, enfin, entre guillemets, s'ils sont propulsés par ces... ils Ils restent sont, dans un ils sont- espace. oui, ils sont propulsés non, par les reptiliens sur les chakras. D'accord. Tu vois faire. Oui, je vois faire, mais D'accord. le, il y a certains désincarnés pour qui c'est très douloureux. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Si tu avances un petit peu dans le temps, je compte jusqu'à 3, parce que ça dure un certain Oui. laps de temps. Un, 2. Là, par exemple, ce scientifique a pu entrer en connexion avec la vie de certains de ses ancêtres. Il y a quelque chose qui rattache à l'Allemagne nazie, au camp. Et c'est aussi pour ça qu'il voulait y aller, pour savoir, vraiment être sûr, savoir. Mais quand il revient, pour lui, c'est un bouleversement parce qu'il estime avoir la preuve qu'un autre monde existe et qu'il faut qu'il essaye de le prouver au monde entier. Mais de par les désincarnés qui ont été posés comme des implants, en fait, qui ont été posés sur lui, sa vie va devenir un véritable enfer. Et je le vois sombrer dans la folie. D'accord, bien. Détache-toi de tout ça. Oui, Déconnecte-toi oui. de ça. Mais quelle est la fiabilité des informations récupérées sous ayahuasca, étant donné que c'est un espace à part Zéro. entière? Zéro. Donc, ce qu'a vu ce monsieur est peut-être faux. C'est peut-être faux. C'est peut-être faux parce Voilà, on que lui a peut-être. Est-ce qu'on lui. je n'ai vu aucun lien qui le rattachait à ça. Il est entré avec cette possibilité, avec lui. Il Hmm. était persuadé et il était persuadé. Du coup, il a été très facile. Il a créé ça lui-même. Il l'a créé. Mais je vois un zéro. Il y a des choses qui peuvent être vraies, vraies, mais rien de ce qui est vu sous ayahuasca n'est fiable à 100%. Même Est-ce que tu vois un pas à 1%. pourcentage de fiabilité à titre indicatif? 4. Est-ce que ça C'est dépend de ceux qui arrivent à s'extirper du parc, entre guillemets? oui, oui, aussi, mais euh, la, comment, la fiabilité est presque nulle parce que le, l'être humain qui entre dans les terres avec l'ayahuasca n'a plus aucun contrôle de lui-même. Ce n'est pas comme l'hypnose où on garde il y a un certain contrôle, on est en état modifié, mais on sait que le monde continue d'exister, qu'on va y retourner. En ayahuasca, il n'y a plus rien qui existe. D'accord. C'est presque une vraie sortie de corps. Et du coup, ça n'est pas fiable parce on ne sait pas où on est. D'accord. On ne comprend pas où on est. Très bien. Et même ceux qui font ça c'est vraiment les chamans qui font ça depuis très très longtemps qui arrivent à garder un pied de chaque côté. Mais même eux,
l'information est contaminée et ils vivent d'illusions. D'accord. Est-ce une volonté de ne pas l'interdire? D'ailleurs, je ne sais pas si elle est interdite ou pas dans ces pays. Il me semble pas. C'est comme oui, bien sûr que c'est une volonté. D'accord. Pour plusieurs raisons, parce que si on commence à interdire quelque chose, les gens vont se ruer dessus. Et si les gens se ruent dessus, ça fait quelque chose qui n'est pas contrôlé. On le laisse pour que ça continue de fasciner. D'accord. Ça continue de Je vois. fasciner pour plus tard vraiment l'utiliser à des D'accord. fins personnelles. Enfin, Très bien. volontairement. Quand je Très dis bien. fins personnelles, c'est vraiment ces groupuscules qui dirigent le monde. Très bien. Déconnecte-toi Oui, de toutes ces informations et de cette oui, conscience que tu as vue oui, c'est fait. sous ayahuasca. Bien. Avant que je te fasse revenir parmi nous, est-ce que tu sens du coup l'envie d'ajouter quelque chose? Que c'est un. Tous les sujets sont différents et j'ai une approche différente. La formation se présente différemment selon chaque investigation, mais c'est éminent. Il y a vraiment quelque chose d'éminent dans l'ayahuasca. Ça va bientôt revenir sur le devant. On en parle et du coup, la formation va devenir de plus en plus contrôlée à ce sujet. Et étant donné que c'est quelque chose, une plante qui est déjà connectée à l'éther, qui est connectée dans les deux mondes, euh, l'information arrive par moment de façon très fluide comme l'éther et de façon plus lourde comme la matière. Très bien. Alors, je vais te demander à 3 de revenir dans ton espace. 1, Oui, c'est fait. 2, c'est fait? Oui, c'est fait. Bien. Observe-toi. C'est bon. D'accord. Est-ce que tu perçois quelque chose? Non, c'est tout bon. Bien. À combien sont tes fréquences? 482. D'accord. Tu te sens l'envie de les moduler? Non, je suis très bien comme ça. Très bien. Tu es seul dans ton espace? Oui. Très bien. Alors, je vais te faire revenir avec nous. Je vais compter de 1 à 3. Oui, bien sûr. 1. Tu reviens parmi nous, tu reprends petit à petit position de ton corps, de ton espace physique. Respire. À 2. En inspiration, tu t'étires le bout des orteils, le bout des doigts, ta nuque, cervicale. Voilà, je sens que c'est difficile. Et à 3, tu peux ouvrir les yeux. Bien. Comment ça va? Ça va, ça va. C'est un sujet particulier. Ah bah ça, j'en étais sûre. Je m'en Toujours doutais. très intéressant, mais je Ouais. m'attendais pas du tout, du tout, du tout. Effectivement, je m'attendais à rien, mais je- ce genre d'information assez inédite et au niveau de la télépathie, c'était assez particulier aussi. D'accord. Voilà. Désagréable? Agréable? Pas désagréable, mais moins fluide. En fait, le fait que ce soit un organisme, c'est pas un organisme humain. Tu vois, le fait qu'un Mm. organisme végétal fait que sa structure cellulaire euh, n'est pas la même, en fait, et la compréhension n'est pas la même. Oui, les Et puis bon, informations c'est quand circulent même pas de la même façon. voilà, puis c'est quand même vachement sous contrôle, quoi. Donc, mais c'était D'accord. très intéressant, très stimulant. Très bien. C'est toujours important d'avoir ton ressenti Mm. après. Très bien. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On va en rester là. Mm. Donc, je te remercie de ta participation.
toujours. Merci à toi pour tes questions. Bah, de rien, c'était super sympa d'aller voir quelqu'un, du coup, de voir les étapes pendant la prise d'ayahuasca. Oui. Je sentais le truc, je me suis dit, on y va. Toujours pareil, on remercie d'avance tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qu'on les remercie pour leurs commentaires. Bien et sûr. que s'ils ont des questions et si jamais on peut apporter des réponses ou des précisions, on le fera avec plaisir. Donc, faut On pas essaiera. hésiter. On essaiera autant qu'on peut. Et puis, ben, je te donne rendez-vous pour une nouvelle investigation. Avec On plaisir. verra. Voilà. Donc, je te remercie. J'espère Merci que à toi. l'orage, parce qu'on a eu de l'orage, j'espère que l'orage n'aura pas trop brouillé la vidéo. On verra ça. Mais voilà. Je te remercie pour tout Merci et à je te dis à toi. bientôt. Je te À souhaite une bonne bientôt. journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì,
che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione
vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione
certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie
Ci vediamo al prossimo video. Disclosure.